Bonjour François Ruffin. Bonjour. Cela fait 10 ans qu'on n'avait pas connu une telle baisse du chômage. 60 000 demandeurs d'emploi de moins au dernier trimestre 2019, plus de 100 000 sur un an. Est-ce que vous saluez cette baisse ? On va pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a un chiffre, moi, que j'ai repéré dans les papiers, c'est 30 000 créations d'emplois liées au CICE. Aux allègements de charges. C'est-à-dire qu'on a filé 40... Le CICE de François Hollande François Hollande, mis en place par Emmanuel Macron, ministre de l'économie, doublé l'année dernière et transformé en allègement de charges. 40 milliards d'euros pour 30 000 emplois. J'ai fait le calcul avec mon téléphone portable et on arrive à 1,3 million d'euros par an, par emploi. 1,3 million d'euros. Ça veut dire que si jamais on avait décidé de subventionner franchement ces emplois-là, on en serait à 2 millions d'euros, 2 millions d'emplois de créés. Donc là, on a un gaspillage considérable par le saupoudrage des allègements de charges. Et moi, je suggère autre chose. Pour ça, c'est que on est au contraire un ciblage. Que plutôt que de saupoudrer les allègements de charges tous azimuts, y compris pour la grande distribution des secteurs qui sont pas en concurrence et ainsi de suite, on cible particulièrement, par exemple, sur l'agriculture. Si demain on veut une agriculture paysanne, ça veut dire qu'elle va être moins productive, qu'elle va avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et je pense que dans ce cadre-là, il faudrait cibler les allègements de cotisations et cibler des subventions sur des secteurs qui sont des secteurs de transition écologique et des secteurs qui peuvent être fortement créateurs d'emplois. On aide plutôt les agriculteurs. Les agriculteurs et notamment l'agriculture paysanne, par exemple. Mais par exemple, j'ai cassé ma montre il y a 10 jours et finalement faire réparer ma montre coûtait plus cher parce qu'il y avait le mécanisme qui était endommagé et tout ça, coûtait un peu plus cher que d'en racheter une nouvelle. Malheureusement, j'ai racheté la même en nouvelle. Mais si demain on veut avoir des réparateurs d'ordinateurs, des réparateurs de micros, des réparateurs de tout ça, plutôt que de racheter du nouveau produit en Chine, ça suppose que le coût de la réparation soit plus faible, et donc à ce moment-là, il y a peut-être une somme d'emplois qui soit subventionnée fortement pour faire émerger ces secteurs. Et là, aujourd'hui, on ne travaille pas à l'émergence de cette nouvelle économie liée à du vert. Parce qu'il vous semble que les employeurs créent trop peu d'emplois ? Bah oui, c'est évident. C'est évident que quand il y a 40 milliards d'euros qui sont déversés comme ça, on ne peut pas s'attendre à ce que derrière, il y ait seulement 30 000 emplois. Je répète, 1,3 million d'euros par emploi. C'est-à-dire plus de 100 000 euros par mois. Mais c'est la faute aux entreprises ou c'est la faute à l'État ? Je dis pas c'est la faute aux entreprises, je dis l'État doit pouvoir mener une autre politique qui est une politique de ciblage de quels sont les secteurs qu'on veut voir émerger. Et vous pensez qu'il ne le fait pas ? Il n'y a absolument pas de vision stratégique, de direction, de cap qui est fixé, ni pour l'agriculture, ni pour le reste de l'économie. On ne nous dit pas quels sont les secteurs à faire émerger et on n'aide pas à les faire émerger aujourd'hui. Par exemple, moi je me suis retrouvé dans de l'énergie éolienne. Il y a la délocalisation continue dans l'éolien. C'est pas normal, c'est un secteur qu'on devrait faire émerger. C'est quand même un secteur qu'on est en train de favoriser, l'éolien, l'éolien offshore. Comment on fait pour Je dis pas que c'est l'idéal. Mais... Moi non plus. Mais comment, si ça existe, on fait pour le faire émerger sur le plan industriel en France ? Et c'est pas fait. Vous avez sans doute vu qu'à Davos, 121 millionnaires ont accepté d'être davantage taxés pour réduire les inégalités. Des hommes d'affaires, des héritiers, des scénaristes, des musiciens. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il faudrait que concrètement, puisque Netflix, BMW, Apple et ainsi de suite se retrouvent invités à Versailles, il faudrait que concrètement, ils décident d'en finir avec les paradis fiscaux, d'en finir avec ce qui permet qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a une grande injustice fiscale. C'est quoi ? C'est que les patrons de PME payent 30 à 35% d'impôts sur les sociétés, quand les patrons des multinationales vont en payer 9%, voire comme Netflix, et c'est pour ça que je comprends pas qu'on les invite à Versailles, qu'on accepte de les inviter à Versailles, disent nous on est déficitaire en France, alors que quand on s'abonne à Netflix, il faut savoir qu'on c'est aux Pays-Bas qu'on paye son abonnement. On invite les étrangers à venir investir en France. Non, mais d'accord, mais dans quelles conditions ? Dans des conditions fiscales où c'est pas un engagement moral des plus riches qui accepteraient de payer leurs impôts, de verser comme une obole de dame patronesse. Non, c'est simplement qu'il y ait une justice et qui fasse que les entreprises, les multinationales ne choisissent pas, comme Goodyear. J'étais au procès des Goodyear hier. Pourquoi ils sont partis en Pologne, Damien ? Parce que le coût du travail était moins cher en Pologne, mais aussi parce qu'ils se sont installés sur une zone franche en Pologne. Donc on ne demande pas au PDG de Goodyear, par exemple, de verser son obol. On demande qu'il fasse tout pour que son entreprise paye normalement et ne joue pas la concurrence fiscale entre les pays. François Ruffin, c'est une nouvelle journée de mobilisation contre les retraites. Aujourd'hui, le trafic est quasi normal. La grève illimitée est derrière nous, dit la patronne de la RATP. Vous serez dans la rue aujourd'hui ? Oui, mais oui. Mais je pense que là, il y a. Ça sert à quoi ? D'abord, il faut voir que le gouvernement compte gagner par le pourrissement.
il y a eu le pourrissement des Gilets jaunes, il y aurait le pourrissement sur les retraites. Mais vous êtes en train de vouloir faire durer le mouvement, vous poussez les gens à faire la grève, à perdre une part de leur salaire. Non, mais je suis aux côtés de ceux qui se tiennent debout et qui luttent, c'est tout. Mais je suis aux côtés d'aujourd'hui des deux pourrissement, de l'autre côté, vous. Des deux tiers des Français qui considèrent que ce projet est injuste et qu'on a un gouvernement qui avance seul. Aujourd'hui, la réalité, c'est ça. C'est que les jusqu'au-boutistes, ils sont au gouvernement. Quand on a un rapport du Conseil d'État qui nous dit que l'étude d'impact est insuffisante, que les projections financières sont lacunaires, voire qui dit même que la situation est d'autant plus regrettable que la réforme est inédite depuis 1945 et qu'elle transforme le contrat social pour les décennies à venir. Je termine. Et qu'elle cette réforme transforme le contrat social pour les décennies à venir. Et le Conseil d'État lui-même vient nous dire c'est du travail d'amateur. Le texte n'est pas prêt. On a un texte à trous avec 29 ordonnances qui seront à l'intérieur. Quand on a ce travail d'amateur-là, il y a une solitude du gouvernement, une solitude face aux avocats, face aux professions médicales, face aux Français. Soit un véritable changement radical. Enfin, franchement, on avait un système général, on a un système universel, on avait des régimes spéciaux, on a des régimes spécifiques. Et pour ce qui est des changements, on aura une transition qui se fera très lentement. Mais c'est surtout le grand flou. Là, aujourd'hui, c'est une tombola improvisée. On ne sait pas ce qu'on va voir à la fin. Les projections qui sont données sont incapables de dire aux Français quelle retraite ils vont toucher. L'étude d'impact ne le dit pas. Donc on avance dans un grand flou. Et je le redis, c'est le Conseil d'État, et ce sont quand même pas des ultra-gauchistes au Conseil d'État, qui viennent nous dire que le contrat social est en train d'être réformé et qu'on voit pas du tout où est-ce qu'on va aboutir. C'est quand même pour le moins un sujet qui devrait, vous aussi, comme futur retraité, vous inquiéter. Où en êtes-vous de votre projet de motion de censure contre le gouvernement à l'Assemblée ? Je crois qu'il va se faire. Bah non, vous êtes tout seul. Non, je crois pas qu'on sera tout seul. Pour l'instant, les socialistes et les communistes ne vous suivent pas. J'ai entendu. Bon, je veux dire, moi, c'est pas le cœur de mon truc. Pourquoi ? Parce que je pense que de toute façon, on peut faire de la résistance à l'Assemblée nationale et on va la faire. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement des désirs de président. On aura des députés carpettes qui seront les paillassons de Macron et qui viendront valider tout ce qui leur sera proposé en cadence et les yeux fermés. C'est la réalité aujourd'hui, parce qu'il y a une confusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif n'a pas d'autonomie par rapport au pouvoir exécutif. Il y a une courroie de transmission entre les deux que je trouve absolument regrettable. Et si jamais il y avait un changement démocratique à opérer dans ce pays, ça serait de couper la laisse entre l'Élysée et l'Assemblée. François Ruffin, est-ce que vous avez soutenu hier à l'Assemblée cette députée En Marche de Seine-et-Marne, Michel Peyron, qui a raconté son agression lors d'une cérémonie de vœux ? Je vous propose juste qu'on l'écoute quelques secondes. Faut-il qu'entre d'entre nous restent à terre avant que certains membres de l'opposition sur ces bancs sortent de leur mutisme et condamnent fermement de tels comportements ? Elle vous interpelle, Michel Peyron ? Je n'ai aucune difficulté à condamner la violence dont a été victime Michel Peyron, parce que je suis hostile à toute violence. Maintenant, je voudrais qu'il en soit de même du côté du gouvernement. Et quand on me parle de mutisme, moi, ce que j'entends surtout depuis 1 an et demi, c'est le mutisme du gouvernement sur toutes les personnes qui se sont trouvées éborgnées ou estropiées dans les manifestations. Hier encore, Laurent Nunez... Elle est des deux côtés, la violence, oui, François Ruffin. Mais soit, eh bien, vous voyez, je prends ma part. Chaque fois qu'un gendarme est blessé dans une manifestation, chaque fois qu'un policier est blessé et qu'on se lève dans l'hémicycle, je me lève avec les autres députés. Maintenant, il n'y a pas eu un seul mot, depuis 1 an, de Castaner, de Nunez, de Macron, pour venir dire aux gens qui ont perdu leur œil ou qui ont perdu leur bras, ça va pas, il y a un problème dans ce pays, nous nous excusons auprès de vous, on va voir comment on réforme l'ordre public en France. Et hier encore, Laurent Nunez était interrogé par une députée du MoDem, Laurence Vichnievski. Vous auriez pu passer Vous pensez sérieusement que nous sommes en dictature ? Non, j'ai jamais dit que nous étions en dictature et j'ai jamais parlé de régime fasciste. Certains de vos collègues le disent. Par contre, je dis qu'en effet, on est dans un temps de resserrement autoritaire. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a un grand détachement de l'idéologie dominante. Les gens ne croient plus au mot mondialisation, ne croient plus à tous ces mots-là. Or, comme le gouvernement ne parvient plus à entraîner la société, il la domine. Et ça passe par la force de coercition. C'est-à-dire que la loi sur les retraites, aujourd'hui, on va la faire rentrer à la matraque. C'est de cette manière-là donc ça va passer. Donc je ne dis pas que c'est un régime fasciste ou un régime dictatorial, je n'ai jamais prononcé ce mot-là. En revanche, nous vivons un temps où le gouvernement s'appuie très fortement sur la force de la matraque. Merci François Ruffin. Sur les retraites, le gouvernement espère gagner par le pourrissement, vient de nous dire François Ruffin. Les jusqu'au-boutistes sont au gouvernement. Le contrat social français est menacé par des amateurs et une tombola improvisée.